Troisième numéro de notre discussion sur l'administration coloniale du Sénégal. Bon, j'ai accepté volontairement d'y rappeler le mot colonial parce que j'ai constaté par moi-même que voilà, donc les mentalités n'ont pas changé et les méthodes sont devenues encore plus pourries, plus pourries contre l'Afrique et les Africains. Donc, quand des gens se comportent comme ça, donc bien évidemment, cela devient judicieux de laisser là-bas le terme colonial. Donc, l'administration coloniale. Dans notre précédente discussion, voilà, donc on avait parlé de j'avais évoqué ce que l'administration coloniale pourrait bien craindre. Vous savez, il y a énormément de choses à dire sur l'administration coloniale. Donc certainement, donc, on ira jusqu'à 20, voire même plus, sans qu'on ne finisse de parler sur l'administration coloniale. Voilà, donc si j'en viens justement à ce que l'administration coloniale du Sénégal pourrait bien craindre, c'est juste pour voilà, sauter du coq à l'âne, quoi. Voilà. Ce sont en général des points dans une discussion que l'on traite très souvent un peu plus après. Mais bon, moi j'ai accepté de les traiter maintenant. Voilà. Et il y a plusieurs points à évoquer, hein. Il y en aura même au moins 5 points à évoquer pour montrer ce que l'administration coloniale pourrait bien craindre. Voilà, mais ici, aujourd'hui, certainement, on ne pourra pas tout évoquer. Mais je vais au moins évoquer un point concernant ce que l'administration pourrait bien craindre. Avant d'évoquer ce point-là, je voudrais revenir sur un détail que j'avais mentionné la fois dernière. J'avais dit que l'administration coloniale s'appuyait sur l'exécutif, sur le judiciaire et sur l'Assemblée nationale. Bien évidemment, ces pouvoirs qui existent parce que notre administration travaille avec les trois pouvoirs de la République. Donc, bien évidemment, notre administration va puiser de ses forces, de ces trois pouvoirs de la République et des autres institutions telles que les institutions, l'Assemblée, je ne sais pas moi, comment ça s'appelle, le Conseil économique et social, le HCR et tout ça, donc toutes les institutions qui existent dans ce pays. Notre administration travaille avec eux et tient une partie de son pouvoir de ces gens-là. Mais il n'y a pas que ces institutions-là avec lesquelles notre administration travaille. Parce que s'ils arrivent à tordre le bras aux chefs d'État élus, c'est parce qu'ils ont d'autres sources de pouvoir. Bien évidemment, la fois dernière, j'avais évoqué la principale source de pouvoir, c'est-à-dire ils tiennent leur pouvoir de l'ancienne administration coloniale qui existait à l'époque des Faidherbe. Voilà, donc cette administration-là, c'est-à-dire ils ont gardé cette même ossature, ils ont gardé les mêmes relations, les choses se transmettant de père en fils. Et il y a des privilèges qui étaient valables à cette époque-là, qui continuent d'être valables jusqu'à présent. Par exemple, la facilité d'accès à une nationalité française. Voilà, donc quand vous entrez à l'école nationale d'administration ou bien par une autre voie quelconque, vous accédez à l'administration du Sénégal, vous avez des facilités pour pouvoir obtenir la nationalité française. Beaucoup plus de facilités qu'un citoyen lambda du Sénégal. Donc ça, ce sont des privilèges qui leur sont conférés. Il y a aussi le fait qu'ils sont bien payés. Ils sont extrêmement bien payés. Les meilleurs salaires, ce sont eux qui les ont. Voilà. Donc il y a d'autres privilèges concernant les salaires. Je reviendrai sur les salaires, mais je parle surtout de l'héritage qu'ils ont hérité, enfin de l'héritage qu'ils ont reçu du système colonial de l'époque des Faidherbe. Il y a ce que l'on appelle les correspondances, c'est-à-dire quand vous entrez dans l'école nationale d'administration, non seulement vous avez la facilité d'avoir la nationalité française, mais vous avez même aussi la facilité de pouvoir voyager et d'aller à l'étranger, notamment dans les pays qui concernent l'empire colonial français. Voilà, donc vous avez cette facilité-là. Quand vous allez à l'ambassade, facilement, vous avez les papiers dont vous voulez. Et puis voilà, donc si vous n'avez pas la nationalité, c'est parce que vous n'en avez pas fait la demande. Mais c'est une opportunité qui s'offre à vous beaucoup plus facilement qu'un citoyen lambda. Mais par-dessus tout cela, il y a ce que l'on appelle la correspondance, c'est-à-dire dans l'exercice même, c'est-à-dire dans votre formation, vous allez avoir des sessions de jumelage avec d'autres pays de l'étranger, de la sous-région, etc. Donc il y a ce que l'on appelle le web.
le web, voilà. Donc, ils vont créer une sorte de hub dans lequel tous les francophones ont tendance à se retrouver. D'où d'ailleurs les Jeux de la francophonie et autres, tout ça. Donc, ceux qui sont dans l'administration coloniale du Sénégal, non seulement il s'agit d'un corps de métier qui est très soudé ici au Sénégal, mais ils sont soudés dans la sous-région. Donc, il y a beaucoup de relations. Vous avez vu avec Ousmane Sonko comment facilement il a gagné les élections dans la diaspora. Parce que tout simplement, l'administration est très prompte. L'administration coloniale du Sénégal a hérité du système colonial français cette capacité, cette aptitude, cette flexibilité à pouvoir combiné avec la sous-région, avec l'au-delà, enfin je veux dire au-delà de la au-delà même de la sous-région, mais surtout on est dans un cadre de la francophonie, donc c'est très facile, que ce soit au Canada, vous entendez beaucoup parler du Canada, hein, pour ce qui est du Sénégal. Il y a aussi la France, il y a aussi la Belgique, il y a tous les pays de la francophonie, donc c'est un cadre qui est très propice pour l'administration coloniale. Et ces relations-là le rapportent beaucoup et énormément. Énormément, énormément. Voilà. Donc ça leur donne l'ascendant sur... je me rappelle un jour, j'étais en train de discuter avec une personne. Il m'a dit, dans ce pays-là, soit tu es un avocat, ou si toi tu es un homme de loi, ou bien tu es marié à un blanc ou à une blanche pour que tu aies l'autorité ou bien la sécurité dans ce pays. Donc vous voyez, c'est très important cette relation qu'ils ont avec l'étranger, surtout avec les Occidentaux. Donc ces gens-là qu'ils ont l'habitude d'appeler leurs bienfaiteurs. Voilà. Donc ces blancs-là qui sont à l'étranger, qui leur offrent des opportunités de séjour à l'étranger. Voilà. Tout ça, c'est un soutien moral, c'est une force dans laquelle ils vont puiser. Donc c'est un héritage colonial qui fait la puissance, qui alimente énormément la puissance de notre administration coloniale. Maintenant, pour en venir à ce qu'ils craignent, je vais juste évoquer un point pour vous dire que voilà, il y a plusieurs points. Je vais évoquer 5 points au moins. Aujourd'hui, j'évoque juste un point. Dans notre prochaine discussion, je vais évoquer l'autre point. Voilà. Donc, le point que je vais évoquer aujourd'hui, c'est celui de l'élite intellectuelle. Vous savez, quand vous étudiez, vous passez par le primaire, ensuite le moyen, ensuite le secondaire, ensuite vous allez à l'université. Là, c'est le cursus normal de l'éducation académique. Mais aujourd'hui, on nous présente l'École nationale d'administration comme une école de prestige. Ceux qui ne sont pas très avertis, très souvent, ils se posent la question entre l'université et l'École nationale d'administration, qu'est-ce qui est au-dessus? Au fait, il faut savoir que l'université, c'est le sommet de l'éducation académique. Donc, l'École nationale d'administration, c'est une école de formation qui se trouve juste à côté et qui fait le malin, quoi. Je reviendrai sur ce qu'ils font quand je dis qu'ils font le malin. Mais ces administrateurs-là, ils craignent ces gens qui étudient et qui ont un niveau intellectuel égal à eux. Voilà. C'est pourquoi ils ont injecté dans la société cette haine des analphabètes sénégalais, cette haine des illettrés sénégalais, cette haine des ndongo-dara. Je reviendrai sur la signification du mot ndongo-dara, hein, et ses origines même d'ailleurs qui ne sont pas africaines du tout. Mais cette haine-là vient de l'administration coloniale. C'est pourquoi aujourd'hui, vous ne verrez jamais un Sénégalais s'exprimer sans jeter des pierres du côté des intellectuels. Ils diront que du mal des intellectuels. On est allé à une situation où maintenant il y a une sorte de guéguerre qui ne dit pas son nom, où l'on passe tout son temps à insulter, à manquer de respect, à ne dire que du mal, surtout dans les médias, hein, surtout dans les médias, à ne dire que du mal des intellectuels sénégalais. Il suffit que vous fassiez l'université et que vous ne soyez jamais passé à l'École nationale d'administration ou que vous ne soyez jamais passé dans l'une de ces écoles confrériques. Et puis voilà, on commence à vous jeter des pierres. Il y a même un guide religieux, Serigne Babacar Sy Abdou, c'est l'occasion de l'interpeller et de lui dire de faire très attention. C'est lui-même qui l'a dit. Il dit qu'il a des conseillers francs-maçons qui sont à côté de lui, qui le conseillent. Et il s'est mis à dire du mal de Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor, il a des parents. Moi-même qui vous parle, je suis un parent de Léopold Sédar Senghor et je n'admettrai pas qu'on dise du mal de lui. Lui-même dans son foyer, là-bas à Tivaouane, même tout le monde ne dit que du bien de lui. Même Al Maktoum, quand il lui arrivait de dire des choses qui semblaient plus ou moins négatives au sujet de Senghor, il le disait avec une sorte de boutade.
Voilà, donc si je comprends mal que lui, Babacar Sy Abdou, se mette à dire du mal de Léopold Sédar Senghor. Vraiment, je n'aime pas cela. J'espère qu'il voudra bien arrêter. Troisième.